Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Sylvie Perrin, avocate associée au cabinet De Gaulle Fleurance, qui publie la 5e édition de son Observatoire international des transitions énergétiques. Elle va nous le présenter dans une minute. L'invité de Smart Impact, c'est Sylvie Perrin. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes avocate associée au cabinet De Gaulle Fleurance qui publie la 5e édition de son Observatoire international des transitions énergétiques. On a une dizaine de minutes, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail. Peut-être une idée générale, qu'est-ce que vous retenez de cette étude ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est toujours de pouvoir comparer le modèle français et international, européen et international, parce que on a des objectifs en termes de climat qui sont mondiaux, et c'est important d'avoir une mesure pour comparer, et également une mesure de diversité. Finalement, on va voir que selon les pays, il y aura des aides qui vont être différentes. Certains vont aider les constructeurs, d'autres vont aider l'achat de panneaux, d'autres vont aider finalement ou détaxer. Donc cette comparaison est intéressante parce qu'elle donne aussi des idées sur ce qu'on peut faire éventuellement en France. Avec une idée générale autour de l'autoconsommation, de l'autoconsommation collective, ça ressort quand même en croissance, en fort développement ? Alors cette année, oui, en effet, on a décidé d'axer notre étude sur l'autoconsommation collective. Pourquoi celle-ci ? Parce que ce sont des projets qui se sont fortement développés depuis 2 ans, du fait notamment de la crise énergétique, qui a fait que les Français et les entreprises en général ont souhaité pouvoir se couvrir et se protéger par rapport au prix de l'électricité. Et puis aussi parce que le PV est finalement une technologie qui est la moins chère. On attend en 2060 qu'il y a environ 60% de projets solaires. Alors peut-être un petit mot de définition, parce que pour expliquer ce que veut dire l'autoconsommation, d'autant plus que dans notre cadre, c'est toujours plus compliqué, au lieu de simplifier, on a l'autoconsommation individuelle et collective. Alors individuelle, c'est l'autoconsommation par laquelle une personne ou une entreprise va faire installer sur sa toiture ou chez lui un système généralement PV, mais pas nécessairement que PV, donc photovoltaïque, voilà, pour pouvoir autoconsommer l'électricité. Le collectif, c'est quand vous avez plusieurs autoconsommateurs. Et là, c'est un autre sujet, c'est plus complexe à mettre en place. Ça veut dire que ça peut être tout un quartier qui va être connecté avec une sorte de ferme solaire, par exemple, tout à fait. Ou des panneaux disséminés dans le dit quartier. Oui, un des grands projets connus de Serenison dans le sud va être, par exemple, la toiture d'une mairie, des toitures d'individuels, une cour d'école. Certains autoconsomment, certains sont producteurs autoconsommateurs, d'autres seulement consommateurs. Donc c'est une petite communauté locale qui se met en place avec des clés de répartition de l'énergie. Vous parliez de la complexité administrative qui peut peut-être être toujours, on est en France. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Si on se compare, vous dites l'objet de cette étude, c'est de comparer la France, peut-être d'autres pays d'Europe et pourquoi pas, les États-Unis. On est fidèle à notre légende ? Oui, je dirais qu'on est assez fidèle à notre légende. La façon de mettre en place une réglementation en France, c'est d'abord d'anticiper que tout le monde va être des voyous dans le domaine pour profiter d'un marché. Donc, on commence par mettre des blocages et des freins pour contrôler, au lieu de laisser faire et de contrôler a posteriori. Ça, c'est systématique dans la culture du pays. Après, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas des précurseurs. L'Espagne est précurseur, l'Allemagne est précurseur. Voilà, donc on a des pays qui ont été bien plus en avant, non seulement pour démarrer l'autoconsommation, et même en anticipation des textes européens de 2018, mais ensuite pour les implémenter. Alors justement, on peut voir un chiffre qui concerne nos voisins allemands sur la croissance du solaire en Allemagne l'an dernier, en 2023, plus 85% de croissance du solaire en Allemagne l'an dernier. On ne va pas s'abreuver de chiffres, mais c'est vraiment un pays, c'est le pays qui est le plus en croissance en Europe. La France est très très loin. On se situe comment ? Parce qu'on partait peut-être d'un peu loin, donc la croissance peut être forte. Donc 83% pour l'Allemagne qui était déjà bien développée, c'est beaucoup. Oui. Nous, on partait de plus bas et on a fait plus 12%, ce qui est pas mal. Oui. L'Italie a été un peu plus avancée aussi, plus 83 ou quelques pourcents. La Grèce, plus 100%. Mais la Grèce part de plus bas, mais par contre, l'accélération est vraiment là. Donc chaque pays a sa dynamique. Oui, alors, et ce qui est intéressant, c'est de dire l'Allemagne qui fait partie des pionniers, déjà on chasse une idée reçue, on n'est pas obligé qu'ils fassent grand beau
beau toute l'année Pas du pour installer des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'il y a par exemple, si on rentre un peu dans le détail, des avantages fiscaux, qu'est-ce qui existe en France, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou qu'est-ce qu'on pourrait copier? Alors, ce qui est très bien en France et qui existe depuis qu'il y a eu l'ouverture du marché à la concurrence, c'est ce qu'a mis en place le ministère de l'écologie à l'époque, c'était des appels d'offres. Oui. Et des appels d'offres pour essayer de gérer les flux entrants du solaire. Bon, il y a eu quelques ratés, mais en général, ce sont des systèmes qui aujourd'hui sont quand même bien construits en termes de la garantie apportée par l'État et puis du retour sur investissement, parce que l'État a quand même, ces dernières années, beaucoup gagné d'argent grâce au photovoltaïque. Donc, ça a été très important. Ouais. Donc, ça, ce sont des méthodes, ces tarifs un peu réglementés qui sont intéressants et ça permet la transition de se faire et d'aller vers le marché petit à petit quand on arrive finalement à ce qu'on appelle la parité réseau. C'est-à-dire que le solaire devient vraiment une ressource qui peut marcher toute seule sans être soutenue. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours des difficultés de financement pour des projets? Alors, on ne parle pas de projets d'autoconsommation personnelle, mais de projets d'autoconsommation collective un peu ambitieux. Il y en a, et peut-être pour rebondir sur votre précédente question, parce qu'il y a un lien dans l'autoconsommation collective, pour respecter la directive, on a des dérogations fiscales, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer la même TURP. La TURP, c'est une taxe pour payer le transport de l'énergie, parce qu'évidemment, on est sur le même site, donc on n'a pas besoin de payer la même chose. Et également, ce qu'on appelle le droit d'accise, qui était l'ancienne CSPE, dont on est exonéré en autoconsommation individuelle, ce qui n'est pas le cas dans l'autoconsommation collective. Alors donc, que c'est la même chose, l'électricité, on la produit, on la consomme localement. Et même si des projets sont des projets petits, de moins de 3 mégawatts, c'est le cas. Donc, ça, évidemment, ça pose des questions en termes de financement. Aujourd'hui, on finance assez bien les projets d'autoconsommation individuelle. Alors, ils sont petits, les banques ne vont pas les financer un par un, mais les producteurs qui les constituent vont créer des portefeuilles. Et quand ils ont un portefeuille suffisant, eh bien, ils vont les financer avec une dette sans recours. La dette sans recours, c'est-à-dire on met ça dans un véhicule, on le finance et on regarde quelle va être la trésorerie de ce projet pour rembourser la banque, pour ne pas avoir un accès au capital des développeurs qui n'ont pas généralement les moyens pour payer des projets assez lourds. Donc ça se fait assez bien dans des portefeuilles. L'autoconsommation collective, ça c'est un autre sujet, parce qu'on a eu un texte qui est paru récemment et qui va mettre quand même un frein à ce type de projet, ou en tout cas les empêcher, c'est de considérer finalement quand vous êtes producteur et que vous allez vendre dans le cadre d'une petite collectivité d'autoconsommation collective, comme si vous étiez des fournisseurs d'énergie. Vous êtes un EDF, un Engie. Donc vous devez aller chercher une licence, et pas une licence simplifiée, une licence complète. Donc là, on trouve dans la profession, on marche sur la tête, parce que si on veut favoriser finalement ces communautés d'énergie, il faut quand même permettre que les échanges et les flux d'électricité se simplifient pour les financer. On a beaucoup parlé ici, depuis qu'il a été voté aux États-Unis, de l'Inflation Reduction Act qui fonctionne quand même comme un... Alors d'abord, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'administration Biden et les États-Unis prennent un virage environnemental. Mais après, c'est aussi un aspirateur à projet, un aimant à projets, notamment des grands projets européens. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur le marché du photovoltaïque ou pas du tout? Est-ce qu'on est dans deux secteurs un peu de logique un peu différente? En effet, le ministère a travaillé sur une facilitation pour revoir et prendre en compte dans les tarifs de soutien au projet un coût d'inflation et un coût des matériaux après la Covid et puis la crise en Ukraine. Donc, il y a eu des mesures pour faciliter et compenser, mais seulement partiellement. Rien à voir avec le projet aux États-Unis. Et là, quand même, on est un petit peu humilié par les Américains qui pourtant ne sont pas des grands écologistes, mais ils ont frappé beaucoup plus fort. Oui, ils ont frappé plus fort. Et l'Europe, qui est, évidemment fonctionne à 27, a mis du temps ou met du temps à trouver une réponse. Probablement, c'est plus compliqué. La démocratie est difficile, comme on le sait, à 27 ou à 570 également. Évidemment. Un mot de la réforme de l'ANREL, accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Cette réforme, est-ce que ça va booster les projets d'autoconsommation, d'après vous? Alors, question difficile, parce que dans la profession, personne n'a de boule de cristal sur comment l'Arenh va être mise en place. L'Arenh, c'est un sujet aussi fortement d'EDF, du nucléaire, du prix de l'électricité, des nouvelles réglementations. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas quel sera le montant et s'il y aura un remplacement de l'Arenh et comment. Mais
malgré tout et malgré cela, je pense que l'autoconsommation, c'est une révolution qui est en cours. Ouais. Notamment dans les entreprises. On ne pourra pas faire marche arrière. Dans les entreprises également, parce qu'on a eu aussi... En plus des mesures favorables dont on a parlé tout à l'heure, il y a des mesures également obligatoires, c'est-à-dire qu'il y a eu des textes qui sont parus pour imposer aux entreprises qui ont des bâtiments ou des parkings de plus de 500 mètres carrés, pour imposer la solarisation d'une partie, en tout cas, des bâtiments. Et donc, ça, c'est un vrai travail, parce que les entreprises ne sont pas des énergéticiens et elles ont des impacts avec des mesures contraignantes dans le temps, des pénalités potentielles, donc il faut solariser ou végétaliser, mais surtout solariser. Merci beaucoup Sylvie Perrin et à bientôt sur Bismart.